Bonjour à tous, Samuel Bibo micro. Bienvenue dans The Process, mon podcast sur la créativité artistique, qu'elle soit littéraire ou autre. Dimanche 17 mai, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Antoine Bonneau à l'occasion d'un barbecue. Antoine vit et travaille à Cornillon, un petit village pittoresque planté au sommet d'une colline gardoise qui est connu pour sa vue, ses pierres et sa grande concentration d'artistes. J'ai trouvé l'entretien, et plus particulièrement la vision d'Antoine, aussi intéressante qu'articulée. Surtout qu'il était en mode multitâche, répondant à mes questions tout en coupant son bois, explosant des cagettes et contrôlant son feu. J'étais très content de l'entretien, mais arrivé chez moi, j'ai eu la mauvaise surprise d'entendre que l'enregistrement audio de l'échange était passablement perturbé par le vent qui avait soufflé fortement ce jour-là. J'ai cherché sur internet des astuces pour filtrer ces bruits désagréables et j'en ai trouvé une plutôt intéressante. Le bruit du vent étant constitué majoritairement de basses fréquences, l'utilisation d'un filtre passe-haut, autrement dit ne laissant passer que les hautes fréquences, améliore considérablement la qualité du son. Le vent est atténué, mais les parties basses de nos voix, soumises au même traitement, ont aussi disparu de l'enregistrement. Ça ne gêne en rien l'intelligibilité du propos, mais ça explique la manière dont sonne ce que vous allez entendre. C'était soit ça, soit lui demander de répéter ce qui lui était venu de manière spontanée et quelque peu ruiner la magie du moment. Parlant de spontanéité, une petite remarque. Si généralement, dans les épisodes précédents, j'ai pu me permettre de réenregistrer les questions que je posais, ou carrément lire mes longs monologues pour mes épisodes solo, les personnes que j'ai pu interroger n'ont pas eu de deuxième chance. Elles ont parlé avec leur cœur, avec leur tripes, dans une atmosphère de confiance, avec des résultats généralement très satisfaisants. Après coup, j'ai pu tailler dans leurs propos pour enlever le gras et mettre des interventions en valeur, mais ce que je gagne en impact, je le perds en contexte. Et du coup, débarrassé des ronds de jambes et des précautions oratoires, certaines remarques peuvent sonner de manière tonitruante ou arrogante, alors que ce n'était pas le propos de la personne interrogée. Ces interventions témoignaient d'impressions fugaces, saisies sur le moment, plus que d'avis définitifs parfaitement bétonnés. L'épisode est découpé en plusieurs segments correspondant aux différents domaines couverts par la conversation. Je vais vous en donner le détail maintenant, puis vous pourrez retrouver cette information en cours de visionnage en regardant le descriptif sous la vidéo. On commence par un souvenir séminal, puis on passe au parcours séparant ce moment de la découverte de la peinture acrylique qui est un outil prépondérant dans le travail d'Antoine. Puis ce dernier explore sa relation avec la mystique de l'artiste, des attentes souvent déçues qui vont avec, et de comment ça influence la vision qu'il peut avoir de son travail. Il nous parle de la nécessité pour lui de cultiver audace et modestie, et comment, s'appuyant sur ces deux skis-là, il slalome les pistes de la créativité. Dans la vidéo suivante, il nous parlera de son rapport à la page blanche, de la manière dont il crée, de son utilisation de la photo dans ses peintures, de la manière dont la prise de conscience de ses limites peut devenir pour un artiste une porte pour explorer de nouvelles voies et autant de possibilités créatives. Il évoque ensuite la cohérence de son œuvre, la manière dont ses toiles communiquent entre elles et l'inspiration qui tisse un fil directeur. Il nous parle de la manière dont son travail l'affecte et le fait grandir, ce qu'il fait pour travailler dans une atmosphère propice à une production de qualité, et pour terminer, on aborde brièvement l'aspect commercial de l'art. Je me rappelle d'avoir demandé à mon grand-père de me dessiner des montagnes pour que je puisse moi-même en dessiner après. Et mon grand-père était jamais allé en montagne, et du coup il m'avait fait sur une feuille une ligne un peu hasardeuse. Je voyais bien qu'il n'avait jamais vu de montagne, mais il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à un relief, et il dessinait ça à partir de rien, aucun souvenir. Et je me suis dit sur là, je me rappelle, m'a dit, ah tiens, on peut à la limite représenter quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a presque jamais vécu.
moi, ça c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué comme comme démarche de création. Enfant, j'ai pas créé tant que ça. Petit, j'avais beaucoup de, on va dire, un penchant à la création, mais je faisais quand même assez seul, quoi. On me laissait quand même souvent faire mes petits trucs dans mon coin. J'avais pas autour de moi, ni dans ma famille, ni vraiment dans mon entourage, des personnes qui pouvaient m'encourager ou m'aiguiller dans telle ou telle forme de création. Et du coup, j'ai un peu fait par moi-même. Forcément, ça s'est limité au niveau pictural, par exemple, à la découverte de la gouache en milieu scolaire, mais pour moi, c'était vraiment, j'ai pas du tout aimé, quoi. Et je me suis rendu compte à posteriori que la gouache, tu peux y trouver du plaisir quand tu as déjà une certaine maîtrise de la peinture. Du coup, forcément, moi, enfant, j'ai trouvé que c'était vraiment difficile de faire ce qu'on voulait. Voilà, j'y trouvais pas de plaisir, donc du coup, je me suis, pendant toute ma jeunesse, jusqu'à 20 ans, en fait, j'ai fait beaucoup de dessins. Et presque à la fin, que du dessin au feutre, style BD. Et puis, vraiment par pur accident, un jour, j'ai découvert la peinture acrylique. Je devais avoir 20-22 ans, et je me suis engouffré dedans, quoi. J'ai pas créé tant que ça dans mon enfance, quoi. J'ai pas eu les stimulateurs, j'étais moi-même quand même assez passif, je pense, quelque part. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, mes parents m'engageaient simplement à suivre les études le plus loin possible, sans me donner de pistes d'études, d'intérêt particulier. Donc j'ai suivi une voie, on va dire, très classique. Et puis, en fait, ça m'a amené sur un bac général. À la sortie du bac, je me rappelle m'être demandé ce que j'allais bien pouvoir faire. Donc j'ai fait de la géographie simplement parce que pour moi, la géographie, ça évoquait le voyage. Donc c'est vraiment des idées très schématiques, quoi. Je me suis engagé là-dedans et au même moment que je m'engageais dans cette voie universitaire, où là je m'ennuyais plus que jamais, j'ai découvert la peinture. En fait, je pense que je me suis passionné de ça pour, en fait, positivement parce que ça me plaisait vraiment. J'ai rencontré quelque chose que j'avais pas en dessin, c'est-à-dire l'usage de la couleur. Et puis aussi parce que négativement, je m'ennuyais tellement dans mon UFR de géographie que là, je trouvais enfin quelque chose à aimer, quoi. C'est ce qui me manquait, je pense. J'étais comme une sorte de coquille vide qui attendait avidement quelque chose qui puisse me construire, me donner du plaisir. Et du coup, je me suis vraiment engouffré là-dedans parce que à côté, j'avais rien. Et c'est vrai que ça a tout de suite pris, presque dès la première année. Je savais enfin dans quoi j'allais m'engager. Et du coup, en fait, donc tu découvres un médium qui te plaît, tu t'éclates en le faisant, genre en l'utilisant. Au départ, c'est un hobby. À quel moment tu te dis, tiens, en fait, ça pourrait être ma vie, ça pourrait être ma voie. Très vite, ça s'est très vite fait. Je pense comme une sorte de coup de foudre. On sait très rapidement qu'on va passer sa vie avec la personne qu'on vient de rencontrer. Moi, j'ai pris la décision très rapidement d'y consacrer ma vie. Je m'étais quand même réservé une sorte de petite période d'essai de 5 ans, voir si ça pouvait, on va dire, se réaliser professionnellement, je dirais, ça pouvait se confirmer. Mais de fait, les 5 années qui ont suivi, j'ai forcément réussi à trouver matière à confirmation dans ma voie. Je pense qu'à posteriori, ça serait très discutable, mais moi j'avais fait un choix qui de toute façon se faisait outre toute question matérielle, financière. Et du coup, en fait, là, maintenant, tu te qualifies comment? Tu te qualifies de plasticien, de peintre, d'artiste, point barre. Comment est-ce que... Dans quelle boîte est-ce que tu t'enfermes? Je me rappelle avoir
C'était quand? C'était peut-être 8-10 ans après m'être engagé complètement dans la peinture, m'être affirmé comme artiste. Et ça n'a pas duré longtemps, mais il y a une période où je me rappelle m'être défini comme tel. Je crois qu'il y avait quelque chose un peu performatif là-dedans. Et pas prétentieux, mais pour moi c'était important de pouvoir m'envisager de manière plus complète. C'est-à-dire que je faisais certes de la peinture, mais ma manière d'être et de voir le monde était une manière voilà, le point de vue d'un artiste, la vie d'un artiste. Après, au fil des ans, depuis, c'est plus compliqué parce que maintenant, ne faisant que de la peinture, je crois que j'aurais, on va dire, un rapport au monde qui est vraiment beaucoup plus pictural et beaucoup plus chromatique. Il y a quelque chose peut-être dans la manière de s'envisager comme artiste, quelque chose de pas prétentieux, mais qui engloberait tout du point de vue de l'esthétique, du conceptuel. Et il y a des sujets sur lesquels j'aurai des points de vue, je veux dire, beaucoup plus, pas standard, mais point de vue de personnes sensibles aux questions botaniques, et j'aurais pas un point de vue particulièrement artistique sur ça, ou un rapport au monde politique ou économique. C'est simplement, là pour le coup, le fruit de ce que je vais lire ou entendre, qui sont des matières vraiment intellectuelles. En fait, ce qui est particulier pour moi, c'est que en fait, pendant longtemps, donc j'étais pas du tout artiste, et quand même, je me dis quand même, j'ai passé 20 ans de ma vie à grandir et à me nourrir de plein d'autres choses qui avaient aucun rapport avec l'art. Et même quand je me suis engagé dans la voie artistique, j'ai pas baigné, j'ai pas été biberonné à l'école des Beaux-Arts, et donc j'ai eu une voie vraiment un peu parallèle. Et du coup, j'ai un rapport avec l'art qui est quand même un peu distancié, quoi. Du coup, le fait d'avoir une pratique qui est vraiment personnelle, ce que je fais, c'est le fruit de mes propres recherches, mes propres échecs aussi. Et le fait aussi que ce que je vive, ce qui m'inspire, c'est quelque chose qui n'a pas forcément rapport avec ma pratique, mon usage de l'art en dehors de l'atelier. C'est pas non plus le fruit forcément évident de rencontres ou de dialogues que je pourrais avoir avec d'autres artistes, avec le monde de l'art en général. Ça fait que je vais avoir une perception de moi-même qui est pas académique. Voilà, je crois que c'est quelque chose que je refuse dans le monde de l'art. Là, j'aurais des rapports vraiment du coup très distants. Et avec ma manière de peindre, là, il y a aussi quand même clairement une sorte de liberté que j'ai pris. J'ai aucun complexe à faire de la peinture qui est vraiment purement picturale, c'est-à-dire inspiré directement de mon vivant, de mon quotidien. Il n'y a pas de... Je suis pas le fruit d'un enseignement, d'académisme. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui m'ont construite, mais ça serait plus c'est des choses qui ont presque rien à voir avec l'art. Moi, j'assume ça. À un moment, j'étais, par exemple, abonné à des revues d'art. Ça m'a vite lassé. J'avais l'impression d'être là, presque de réfléchir en vase clos, et je ne trouvais pas d'inspiration vraiment dans la lecture de ces magazines-là. Par contre, il y a d'autres choses qui m'ont davantage nourri, inspiré. Pour moi, vraiment, c'est important de s'inspirer plus en allant marcher, en voyant, en allant dans la montagne, ou en lisant, je sais pas, en ce moment Albert Camus. Pour moi, c'est beaucoup plus inspirant, c'est beaucoup plus constructif. Ça génère beaucoup plus d'idées, ça fait aussi beaucoup plus progresser que de réfléchir, construire en cercle fermé, je dirais.
disais, le monde de l'art, c'est bizarre parce que quand même, tu es quand même dans un monde a priori qui est très ouvert sur le reste et très très au fait des connaissances, dans plein de disciplines. Tu vois, moi, je sais que je suis des fois étonné de voir ce que pouvaient être des artistes de siècles antérieurs. Tu sais, ils étaient très grands lecteurs, ils étaient non seulement ils connaissaient ce qu'était l'actualité intellectuelle de leur époque, mais même ils étaient au devant des fois de ce qui a pu se faire. Là, j'ai l'impression souvent que le monde de l'art il s'est un petit peu resserré sur lui-même et qu'il est très en retard par rapport à ce qui peut se faire actuellement par exemple, on parle là de peinture, donc d'art visuel, ce qui se fait en imagerie médicale. Là, pour moi, il y aurait quelque chose de vraiment il y aura un train de retard par rapport à ça. Dans plein de domaines, j'ai l'impression qu'on est le monde de l'art, c'est un monde qui est plutôt qui répond à, à des appels d'offres, qui répond à des projets, qui réagit par rapport à tel ou tel phénomène, mais c'est des fois trop rare. Il y en a bien sûr, mais c'est peut-être rare que les artistes prévoient des choses, imaginent et construisent des choses qui puissent donner du grain à moudre, par exemple à des scientifiques. C'est souvent l'inverse, quand on va tirer de ce qui se fait en science, je sais pas, un intérêt à une idée de création, et souvent je trouve qu'elle a un aspect presque décoratif, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on va par exemple, actuellement c'est très à la mode, toutes les questions qu'on se pose sur l'environnement, toute la mode collapsologique, elle donne une création artistique qui est vraiment qui a un intérêt vraiment très superficiel. C'est-à-dire que ça produit rien d'autre que l'œuvre en elle-même, qui sert d'illustration. Tu vois, elle est pas là pour apporter quelque chose en plus. Et là, vraiment, je trouve que je penserais presque un peu à l'orchestre qui jouait dans le Titanic. C'est-à-dire, il se passe quelque chose de phénoménal. Et qu'est-ce que l'artiste fait? Bah, il va pas prendre, il va pas essayer de sauver des gens. Il va pas, je veux dire, je sais pas. Il va faire que prendre son instrument et broder sur un événement majeur qui se passe. Et bah, je sais pas, je trouve cette position un peu ingrate, quoi. Et moi-même, c'est particulier parce que tu vois, ce que je fais, c'est aussi. Moi, ça me gêne justement dans mon rapport au monde, c'est que je vois bien que ma pratique, elle est aussi, à dire, très inutile. Ça, c'est pas très grave. Mais je peux pas dire que ce que je fais pourrait avoir de l'importance, pourrait avoir un intérêt pour un radiologue ou pour un climatologue. J'en suis condamné à être très très modeste sur mon implication dans la société, sur l'intérêt que je pourrais avoir dans une collectivité. Donc c'est un rapport, on va dire, qui pourrait être assez désagréable, assez inconfortable, mais finalement j'ai fini par assumer cette espèce de modestie dans le rapport aux autres. On est nombreux à avoir une vision un peu démiurgique de l'artiste, quoi, qui serait vraiment au-dessus de tout, qui créerait sans jamais s'arrêter, en produisant que chef-d'œuvre après chef-d'œuvre. Donc ça, c'est vrai que ça peut être très complexant, d'autant plus quand on travaille avec, je sais pas, c'est vrai que peindre sur une toile, c'est déjà en soi, c'est pas rien, quoi. Une toile, ça quand même, c'est un objet qui a de la valeur, ça en impose. Donc déjà, ça nous conditionne, on se sent. On peut pas faire n'importe quoi quand même sur une grande toile. On peut le faire davantage sur un petit papier. C'est pour ça que des fois, moi, peut-être mes plus belles peintures, elles sont sur papier, sur petit papier, parce que c'est dans ces conditions-là que je peux faire quelque chose d'intéressant, parce que vraiment totalement décomplexé et libre, dans ces conditions-là, ça peut marcher, quoi. Mais c'est vrai que après. Là où c'est compliqué, c'est oui, je disais que
je dois avoir une posture très modeste en tant qu'artiste, dans le rôle, la position que j'ai dans la société. En même temps, dans ce que je vais faire, quand je suis à l'atelier, je dois avoir énormément d'ambition. C'est-à-dire, je fais une œuvre qui a certes aucune utilité et dont peu de personnes trouvent de l'intérêt. Pourtant, quand je me mets à le faire, je vais avoir, oui, de l'exigence. Il faut que je fasse quelque chose d'important. Je ne peux pas me peindre en me disant que je vais faire quelque chose pour m'amuser, pour passer le temps, ou juste pour faire avancer un petit pion. Il y a au fil des toiles que je réalise des tentatives. Je vois bien certaines choses, des chemins qui vont s'ouvrir. Je vais en choisir un. Il y en a sur lequel je vais continuer de travailler. Donc les choses se font quand même de fil en aiguille, de toile en toile, et quelque chose se produit. Mais il y a quand même toujours une certaine exigence. Avant de me mettre à l'œuvre, je sais qu'il faut que je fasse... j'ai pas envie de faire ça pour me distraire. C'est pas une activité bourgeoise. C'est d'avoir quelque chose qui a de l'intérêt. Et à chaque fois que je la réalise, quand je la finis, il faut que je puisse imaginer qu'elle soit validée, appréciée par Van Gogh, par exemple. Il faut que je sais qu'il est là, qu'il m'accompagnerait. Est-ce que ce que tu as fait, tu peux vraiment me le présenter? C'est pas facile. Généralement, quand je finis quelque chose, j'ai du mal à revenir dessus. Donc je l'ai souvent à portée de regard. Mais je me rends compte que souvent les choses se confirment quand il y a une œuvre dont j'en suis pas sorti content, satisfait, je vais finir forcément par rapidement la recouvrir parce que j'en aurais honte. Donc en fait ce qui se passe, c'est que dans l'atelier j'ai beaucoup d'œuvres qui sont ratées mais recouvrables. Je vais donner un coup de blanc et puis je vais repartir sur autre chose. Ou sinon ça m'arrive quand c'est vraiment irrécupérable, dans ce cas-là je fais des trajets à la déchetterie. Voilà qui clôt la première partie de l'épisode. Dans la prochaine vidéo, vous pourrez entendre la suite et fin de cet entretien avec Antoine Bonneau. A tout de suite.